Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des régressions modulées et après une brève introduction théorique sur ce que représentent ces types de régressions, je vous montrerai avec un exemple à l'appui comment réaliser ces tests dans Jamovie. On va commencer par la régression modulée. Imaginons que pour 20 participants, on connaisse leur score de bien-être. On dispose également d'informations relatives à une certaine quantité de sérotonine et de dopamine qui a été administrée à chacun de ces 20 participants. Et l'objectif est de voir si on peut prédire le score de bien-être sur base des doses de sérotonine et de dopamine qui ont été administrées. On va observer un petit peu d'un point de vue descriptif ce qui se passe au niveau de la base de données. Vous pouvez constater qu'en ce qui concerne la dose de sérotonine, lorsqu'on se déplace du premier au dernier sujet de la base de données, la quantité est graduellement augmentée. Quand on observe ce qui se passe au niveau de la dopamine, on observe qu'on a des doses variant de 0 à 200 par pas de 50 qui sont renouvelées tous les 5 sujets. Si bien qu'au final, on se retrouve dans une situation où les 10 premiers sujets de la base de données se voient administrer une dose de sérotonine relativement faible et une dose de dopamine qui peut être soit faible, soit élevée. Dans la deuxième partie de la base de données, par contre, pour les 10 derniers sujets qui se trouvent en dessous de la ligne en pointillé, on a des sujets qui ont reçu une dose de sérotonine relativement élevée et une dose de dopamine qui peut être soit faible, soit élevée. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du bien-être, on constatera que pour les sujets qui ont reçu une relativement faible dose de sérotonine, plus la dose de dopamine est élevée, plus le score de bien-être va avoir tendance à augmenter. Au contraire, pour les sujets qui ont reçu une dose relativement forte de sérotonine, plus le score de dopamine augmente, plus le bien-être tend à diminuer. On est en train de constater que l'effet de la dopamine ne sera pas le même suivant que les personnes aient reçu peu ou beaucoup de sérotonine. Et ça doit vous rappeler un concept qui vous est déjà familier depuis l'année passée, le fait que l'effet d'un prédicteur n'est pas le même en fonction du niveau de l'autre prédicteur, c'est ce qu'on appelait un effet d'interaction. L'année passée, vous aviez étudié l'interaction lorsqu'on travaillait avec des prédicteurs de type catégoriel, et bien dans la régression modulée, on va faire la même chose mais en travaillant avec des prédicteurs de type continu. Comment est-ce qu'on va mettre cela en place? Eh bien finalement, vous verrez que ça va ressembler relativement fort à ce que vous connaissez déjà, à savoir les régressions linéaires simples et les régressions linéaires multiples. Pour cette raison, avant de m'attaquer à proprement parler à la régression modulée, je vais faire quelques petits rappels concernant ces régressions linéaires simples et multiples. Il s'agit de tests qu'on va utiliser lorsqu'on a une variable dépendante de type continu et un ou plusieurs prédicteurs qui sont généralement de type continu. Dans cette vidéo, je ne m'intéresserai que à ces cas-là, ceux où l'ensemble des prédicteurs qui nous intéressent sont de type continu. Et partons d'un petit exemple. Imaginons que l'on s'intéresse au score d'addiction de personnes aux nouvelles technologies et que pour tenter de prédire le score d'addiction de ces personnes, on décide d'utiliser deux prédicteurs continus qui sont le temps passé toutes les semaines sur Internet et un score de dépression. Comme vous le savez, on va toujours commencer par faire ce qu'on appelle un test du modèle global, dans lequel on va comparer un modèle n'incluant aucun prédicteur à un autre modèle incluant tous les prédicteurs qu'on a considérés, à savoir le temps passé sur Internet et le score de dépression. Ensuite, si on parvient à démontrer que le modèle incluant tous les prédicteurs est meilleur que le modèle n'incluant aucun prédicteur, alors à ce moment-là, on fera ce qu'on appelle le test d'un prédicteur au-delà des autres, dans lequel on va, pour chacun des prédicteurs successivement, tenter de déterminer si oui ou non il apporte réellement une plus-value dans le modèle. Au niveau du modèle global, mon modèle compact n'inclura qu'un seul paramètre. Je vais commencer par écrire Y avec un accent pour spécifier que je m'intéresse à la prédiction de la variable dépendante, à savoir le score d'addiction. Et comme je viens de le dire, je ne vais associer qu'un seul paramètre à l'équation de prédiction. Ce paramètre, ce sera bêta 0, qui sera exactement égal à la moyenne générale du score d'addiction. Au niveau du modèle augmenté, je veux toujours prédire le score de ma variable dépendante et cette fois je vais le faire à l'aide de trois paramètres. J'ai toujours bien sûr bêta 0, mais j'ai en plus un paramètre bêta 1 que je vais associer à mon premier prédicteur, à savoir le temps passé sur Internet, que je vais appeler I. Et j'aurai aussi un autre paramètre bêta 2 qui sera lui associé au deuxième prédicteur, à savoir le score de dépression que je vais appeler D. Petit rappel, n'oubliez pas que si vous n'aimez pas la notation qui consiste à utiliser l'accent pour parler de la prédiction de la variable dépendante, rien ne vous empêche d'utiliser Y pour parler du score vrai, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas oublier de rajouter alors à la fin de l'équation un terme d'erreur, qu'on appellera epsilon, et auquel on associera l'indice petit ci lorsqu'on est dans le modèle compact, et un petit indice AI lorsqu'on est dans le modèle augmenté.
Personnellement, je préfère la première notation puisqu'elle rappelle bien l'idée de vouloir prédire un score, mais c'est tout à fait personnel. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre notation, peu importe. Ce que vous devez constater, c'est que si vous vous rendez compte que le modèle augmenté est meilleur que le modèle compact, eh bien, cela peut être dû à l'un des deux termes que l'on trouve ici. On n'a jusqu'à présent aucun moyen de déterminer s'il s'agit du coefficient temps passé sur Internet ou du coefficient dépression qui a amélioré la prédiction dans notre modèle. Et c'est là qu'intervient l'intérêt de faire un test d'un prédicteur au-delà des autres. Par exemple, si j'ai envie de déterminer quelle est la plus-value du prédicteur temps passé sur Internet, eh bien j'opposerai un modèle augmenté incluant tous les prédicteurs à un modèle compact dans lequel j'inclurai tous les prédicteurs sauf le prédicteur temps passé sur Internet. Je vais donc rajouter bêta 2D ici dans mon modèle compact. Et cette fois, si je me rends compte que le modèle augmenté est meilleur que le modèle compact, dans le sens qui permet de faire des meilleures prédictions, eh bien je serai bien certaine que l'amélioration est due à l'inclusion du prédicteur temps passé sur Internet, puisqu'il s'agit bien de la seule différence entre les deux modèles. Imaginons maintenant qu'on ait des bonnes raisons de penser que la dépression n'agira pas de la même manière sur le score d'addiction en fonction du temps que l'on passe hebdomadairement sur Internet. J'introduis ici l'idée qu'il pourrait exister une interaction entre mes deux prédicteurs de type continu, et cela m'amène à réaliser une régression modulée. Comme précédemment, je vais commencer par un test du modèle global, dans lequel j'opposerai un modèle compact n'incluant aucun prédicteur à un modèle augmenté incluant cette fois 3 prédicteurs, le temps passé sur Internet, le score de dépression, mais également l'interaction entre ces deux prédicteurs. Et ensuite, si je me rends compte que le modèle augmenté est meilleur que le modèle compact, en ce sens qu'il permet de faire des meilleures prédictions, alors je ferai un test d'un prédicteur au-delà des autres. Et si par exemple je veux vérifier quelle est la plus-value de ce terme d'interaction dans mon modèle, j'opposerai un modèle compact incluant tous les prédicteurs sauf le terme d'interaction à un modèle augmenté incluant tous les prédicteurs et ce compris le terme d'interaction. On va à présent passer à la pratique et on va reprendre l'exemple que j'ai élaboré au tout début de cette vidéo, celui dans lequel on s'intéressait au bien-être de différents participants et dans lequel on voulait essayer de prédire le score de bien-être sur base d'une certaine quantité de sérotonine et de dopamine qui avait été administrée aux participants. Comme pour tout test d'hypothèse, on va commencer par clairement définir quelles sont nos hypothèses de recherche. Qu'est-ce qu'on a envie de tester exactement? Vous savez que pour pouvoir tester des hypothèses de recherche spécifiques à travers un test, on est censé vérifier si on est bien dans les conditions requises pour réaliser ce test. On ne va pas élaborer cette étape des conditions d'application ici, tout simplement parce que les conditions d'application sont exactement les mêmes que dans le cas de la régression simple et multiple. Je vais donc vous renvoyer au cours de Bac 2 afin de revoir quelles étaient ces conditions. Bien sûr, si vous avez besoin qu'on vous aide un petit peu, n'hésitez pas à nous recontacter. Mais dans tous les cas, il n'y a rien de nouveau ici, c'est exactement les mêmes conditions que ce que vous avez déjà vu l'année passée. La vérification des hypothèses se fait aussi de manière relativement similaire au cas de la régression simple et multiple, mais il y aura bien sûr quelques différences. Entre autres, on va devoir préparer la base de données pour prendre en compte l'interaction entre nos deux prédicteurs continus. Et qui dit interaction, dit analyse des effets simples. Si on est conscient du fait que l'effet d'un des deux prédicteurs ne sera pas le même en fonction de l'autre prédicteur, alors il conviendra de déterminer quel est l'effet d'un des deux prédicteurs à différents niveaux de l'autre prédicteur. Commençons par les hypothèses. Comme je l'ai rappelé lorsque j'ai fait mon petit rappel sur la régression simple et multiple, on va toujours commencer par faire un test du modèle global dans lequel on opposera deux modèles, un incluant aucun prédicteur à un autre modèle incluant tous les prédicteurs. Je vous réindique les modèles compacts et augmentés ci-dessous. Vous voyez que le seul paramètre du modèle compact est bêta 0. Et dans mon modèle augmenté, j'aurai 4 paramètres, bêta 0 et un paramètre pour chacun des prédicteurs, les deux se rapportant à l'effet principal de la sérotonine et de la dopamine et un se rapportant à l'interaction. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai rajouté un petit c derrière le nom de chacun des prédicteurs. Si aucun des prédicteurs n'est pertinent, c'est-à-dire si aucun d'entre eux ne permet de réduire l'erreur de prédiction d'une quelconque manière, eh bien dans ce cas, le coefficient qui sera associé à chacun d'eux vaudra exactement 0. Voilà ce qui correspond à mon hypothèse nulle, celle qui dit que tous les coefficients de régression partielle sont nuls. Et si c'est bien le cas, on privilégiera un modèle n'incluant aucun de ces prédicteurs. Rejeter l'hypothèse nulle revient à rejeter l'hypothèse d'après laquelle tous les coefficients de régression partielle sont nuls. Or, si au moins un des coefficients de régression partielle est significativement différent de 0, eh bien dans ce cas, le modèle augmenté sera nécessairement meilleur que le modèle compact. C'est une ANOVA qu'on obtiendra via le menu de la régression qui nous permettra de déterminer si on doit privilégier le modèle compact ou le modèle augmenté. Autrement dit, c'est une ANOVA qui nous dira si on va, oui ou non, rejeter l'hypothèse nulle.
Si tel est le cas, alors on regardera la sortie qui se rapportera au test d'un prédicteur au-delà des autres, et pour chacun des prédicteurs individuellement, on regardera si oui ou non il apporte une plus-value au modèle. On va devoir commencer par se demander si on a une idée à l'avance ou pas du sens attendu des différents effets. En ce qui concerne la sérotonine, par exemple, est-ce que j'ai dans l'énoncé spécifié quelque chose du style « Je pense que plus je vais prendre de sérotonine, meilleur sera mon bien-être ». Si oui, eh bien je devrais définir une hypothèse de type unilatéral. Ici, ce n'est pas le cas, on va travailler de manière plus ou moins exploratoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas spécifier à l'avance le sens attendu des effets. Attention, j'ai commencé cette vidéo par une petite description de ce qu'on observait au niveau des données. Je vous ai dit qu'on voyait que dans certains cas le bien-être augmentait et que dans d'autres cas le bien-être diminuait. Cette information ne doit en aucun cas servir à déterminer si je veux des hypothèses unilatérales ou bilatérales. En effet, poser les hypothèses, ça se fait toujours avant de regarder les données. Et donc la seule information que vous devrez utiliser en situation réelle pour décider du type d'hypothèse à poser, ce sera l'information qui sera fournie dans l'énoncé, dans la création de l'hypothèse. Je vous ai dit qu'on allait poser des hypothèses de type bilatéral. Avec ce type d'hypothèse, mes attentes au niveau de l'hypothèse alternative seront que les prédicteurs apportent significativement quelque chose au modèle, ou autrement dit que le coefficient qui leur est associé est significativement différent de 0. Comme je définis l'hypothèse nulle par opposition à l'hypothèse alternative, le seul cas que je n'ai pas encore envisagé à travers mon hypothèse alternative, c'est celui d'après lequel les coefficients associés à chaque prédicteur sont exactement nuls, et ceci constituera donc mes hypothèses nulles. Dans certains des exercices, vous serez amené à poser des hypothèses de type unilatéral. Donc pour être certaine que vous vous rappeliez bien comment on fait ce genre de choses, je vais imaginer que dans l'énoncé, j'ai spécifié qu'il y avait un effet positif de la dopamine, autrement dit, plus on prend de dopamine, meilleur sera le bien-être. Eh bien, si tel est le cas, l'hypothèse du chercheur, l'hypothèse alternative, sera qu'il y a une relation positive entre le prédicteur dopamine et le bien-être. À ce moment-là, le coefficient qui est associé à la dopamine, il s'agissait de B2, sera plus grand que 0 significativement. L'hypothèse nulle est toujours définie par opposition à l'hypothèse alternative. Autrement dit, je vais envisager dans l'hypothèse nulle tous les cas que je n'ai pas envisagés dans l'hypothèse alternative, tous ceux où le coefficient est inférieur ou égal à 0. Si au contraire j'avais spécifié m'attendre à ce qu'il y ait un effet négatif de la dopamine, c'est-à-dire que prendre de la dopamine a tendance à réduire le bien-être, eh bien à ce moment-là, je me serais attendu à ce qu'il y ait une relation négative entre la dopamine et le bien-être, et donc que le coefficient associé à la dopamine soit inférieur à 0. Dans l'hypothèse nulle, je vais envisager tous les cas non envisagés dans l'hypothèse alternative, à savoir que le coefficient bêta 2 pourrait être plus grand ou égal à 0. Je répète bien que je vais maintenant développer l'exercice en considérant des hypothèses bilatérales pour chaque prédicteur, à savoir les hypothèses que je vous présente ici dans ce slide. Et maintenant qu'on a bien compris ce qu'on veut tester, je vais me rendre dans la base de données de Jamovi et je vais la préparer pour pouvoir réaliser ma régression modulée. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais devoir créer un terme qui se rapportera à l'interaction entre la sérotonine et la dopamine. Juste avant de faire ça, on va centrer les prédicteurs sérotonine et dopamine. C'est pour ça qu'il y a un petit C qui apparaît partout dans mes équations des modèles compacts et augmentés. C'est pour spécifier prédicteur centré. Pourquoi est-ce que je vais centrer mes prédicteurs avant de créer le terme d'interaction? Eh bien tout simplement pour des questions d'interprétation des coefficients de régression. Je vous ai dit que plus tard on devrait analyser les effets simples et vous verrez que l'interprétation des équations, surtout la transformation des équations en vue d'étudier les effets simples, est beaucoup plus simple si on a pris la peine de centrer les prédicteurs. Il y a aussi des raisons qui sont évoquées dans le syllabus théorique, je vous laisserai découvrir tout ça à votre aise. Rappelez-vous qu'un prédicteur centré est un prédicteur auquel on a ôté la moyenne et qu'il existe un menu qui permet de faire ça assez facilement dans Jamovi. Il s'agit du menu Data Compute auquel je peux accéder de plusieurs manières, comme je viens de le montrer en passant par Data Compute ou plus simplement encore en double-cliquant sur une zone grisée d'une colonne vierge suivie de New Computed Variable. Ici, je vais donner un nom à ma variable. Je vais commencer par la sérotonine. MS, et comme je veux créer la variable centrée, je rajoute un petit c derrière. Dans la zone dédiée au calcul, je vais spécifier que le contenu de cette variable doit être le contenu de la variable ms, auquel j'ai ôté la moyenne de cette variable ms. Il existe une fonction qui permet de faire référence à la moyenne d'une des variables dans le menu compute, et cette fonction c'est vmin. J'écris vmin, entre parenthèses je spécifie pour quelle variable je veux considérer la moyenne, et cette fameuse variable c'est ms. Je valide et voilà que ma colonne s'est créée.
Je vais faire ensuite exactement la même chose pour la dopamine. Je vais cliquer sur la petite flèche ici pour créer une nouvelle variable via de nouveau New Computed Variable. Je spécifie vouloir centrer la variable MD, d'où le nom MDC, et je vais procéder de la même manière. Je veux calculer un score égal à MD moins la moyenne de cette fameuse variable MD, ce que je peux faire via vmin MD entre parenthèses. Maintenant que j'ai créé mes deux prédicteurs centrés, je vais enfin pouvoir créer le prédicteur qui correspondra à l'interaction. Si vous avez encore des souvenirs de l'année passée, il devrait vous sembler assez logique qu'un terme d'interaction entre deux prédicteurs sera constitué en multipliant ces deux prédicteurs. Je vais donc une troisième fois créer une variable via New Computed Variable. Cette variable sera l'interaction entre MSC et MDC, et pour la calculer, eh bien, je vais tout simplement multiplier les scores de MSC et de MDC. La base de données est à présent prête pour faire ma régression modulée. Il ne me reste donc plus qu'à me rendre dans le menu de la régression, qui pour rappel était Analysis Regression, et là vous trouverez Linear Regression. Le menu va s'ouvrir. Je vais commencer par placer correctement VI et VD. Ma variable dépendante, c'est le score de bien-être. Mes prédicteurs, c'est MSC, MDC et l'interaction. Attention, dans la mesure où il s'agit de prédicteurs de type continu et non pas des prédicteurs catégoriels, je les place dans la zone covariate. Il y a le petit indice ici, la petite échelle qui me rappelle que c'est là que je dois placer les prédicteurs de type continu. Vous avez, par défaut, une sortie dans laquelle vous voyez le R carré, qui pour rappel correspond à la PRE, proportion de réduction de l'erreur. Donc, quelle est la part de la variabilité de l'erreur que j'ai pu expliquer grâce à l'inclusion de mes prédicteurs. Et vous avez ici le test qui me dit pour chaque prédicteur quelle est sa plus-value. On va rajouter des informations, parce que vous voyez entre autres qu'on n'a rien pour vérifier les conditions d'application. Je vous ai dit, je ne vais pas élaborer cette étape, mais je vais quand même vous rappeler comment on fait. Vous pouvez cliquer sur Assumption Checks et vous pourrez ici cocher Autocorrelation Test, c'est pour voir s'il n'y a pas de corrélation entre les résidus. Collinearity Diagnosis, c'est ce qui va permettre de vérifier qu'il n'y a pas trop de dépendance linéaire entre les différents prédicteurs. Shapiro-Wilk, c'est pour vérifier la normalité des résidus, de même que QQ-Plot. Et Residual Plots, c'est ce qui vous permettra de vérifier si les prédicteurs sont bien des prédicteurs linéaires dans le modèle et s'il y a bien homogénéité des résidus. Parmi les sorties non proposées par défaut, il y en a une qui est très importante, celle qui se rapporte au test du modèle global, que vous pourrez trouver dans le Model Fit, en cochant F-Test. Là, vous aurez une sortie ANOVA qui apparaîtra, ici, dans laquelle vous aurez une information sur la F, les degrés de liberté qui s'y rapportent, ainsi que sa p-valeur, qui vous permettra dès lors de décider si oui ou non on rejette l'hypothèse nulle associée au test du modèle global, et si ça vaut la peine de poursuivre en faisant les tests d'un prédicteur au-delà des autres. Avant d'interpréter tout ça, on va encore se rendre dans Model Coefficients. Là, vous verrez que vous avez une sortie ANOVA Test qui en fait vous donnera des résultats liés au test des prédicteurs au-delà des autres. Ça donne en fait des résultats qui sont parfaitement consistants avec ceux que vous aviez obtenus précédemment dans Model Coefficients, qui était apparu par défaut. La différence étant que dans Model Coefficients, ce sont des statistiques T qui sont calculées, alors que dans cette sortie, ce sont des statistiques F. Ceci dit, vous connaissez le lien entre les deux statistiques. Les valeurs de F observées ici sont le carré des valeurs dt observées ici, et les p-valeurs sont identiques. Dans ce menu Model Coefficients, il y a encore une chose utile à cocher, ce sont les intervalles de confiance autour des paramètres, ce qui vous permettra de déterminer des bornes inférieures et supérieures autour des coefficients de régression. On va maintenant passer à l'interprétation en commençant par le test du modèle global. Vous pouvez constater ici que la statistique F est associée à une p-valeur qui est inférieure au risque alpha de 5%, qu'on va considérer par défaut puisque je n'ai rien spécifié d'autre, et donc je vais être amené à rejeter l'hypothèse nulle, ce qui veut dire qu'au moins un de mes prédicteurs va améliorer les prédictions. Si je retranscris ces résultats au nom-mes-pieds, ça donne ceci. Statistique F, entre parenthèses, je vais spécifier les degrés de liberté. Le premier se trouve ici, il vaut 3, il correspond pour rappel à PA moins PC. Il y a 4 paramètres dans le modèle augmenté, bêta 0, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Un seul dans le modèle compact, bêta 0, et 4 moins 1 me donne bien 3. Le deuxième degré de liberté, qu'on trouve ici juste à côté, vaut 16. Ce 16 correspond à n moins PA. J'ai 20 sujets dans ma base de données, 4 paramètres dans le modèle augmenté, 20 moins 4 me donne bien 16. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'écris la valeur de la statistique.
Celle-ci vaut 7.13, comme je le vois ici. Après la valeur de la statistique, je place un point-virgule. Je vais maintenant écrire les informations qui se rapportent à la p-valeur. Et la p-valeur, je constate qu'elle vaut 0.003, ce qui est inférieur à 0.05, le risque alpha par défaut, et m'amène donc à rejeter l'hypothèse nulle. Comme je sais à présent qu'au moins un de mes prédicteurs va significativement apporter quelque chose au modèle, je vais faire le test d'un prédicteur au-delà des autres. Je pourrais regarder la sortie Omnibus ANOVA Test. Je vais privilégier la sortie Model Coefficients. Je vous ai déjà dit que les deux sorties donnaient un résultat tout à fait consistant, mais je vais privilégier cette sortie-ci simplement pour pouvoir vous rappeler comment on écrit les normes épiées pour une statistique T. Si je commence par regarder le prédicteur MSC, je constate que celui-ci est associé à une p-valeur de 0.362 qui est bien au-dessus du risque alpha. Je peux écrire pour MSC les normes épiées comme suit. Statistique T est associée à un certain nombre de degrés de liberté qui n'est pas rappelé dans cette sortie, mais vous devez vous rappeler qu'en vertu du lien qui existe entre la statistique T et la statistique F, le seul degré de liberté qu'on rapportera avec la T sera égal à n-PA, soit 20-4 égale 16. Le degré de liberté associé aux statistiques T sera en fait toujours le même que le deuxième degré de liberté de la statistique F. T est égal à, je vois sa valeur, moins 0.938. La p-valeur associée à cette statistique est égale à 0.362, ce qui m'amène à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, je n'ai pas pu démontrer qu'il y avait significativement une plus-value à ce prédicteur dans mon modèle. Je ne vais pas noter les normes épiées pour les deux autres prédicteurs, simplement parce que vous pouvez le faire par vous-même, exactement comme je viens de le faire pour MSC. On va se contenter d'observer ce qu'on a comme résultat. On voit que pour MDC, on a également une p-valeur supérieure au risque alpha, ce qui fait que, exactement comme pour MSC, je ne peux pas démontrer une plus-value du prédicteur MDC dans mon modèle. Par contre, en ce qui concerne l'interaction, j'ai une p-valeur qui est inférieure au risque alpha, qui m'amène à rejeter l'hypothèse d'après laquelle le coefficient associé à MSC et MDC serait nul. Et donc, je pense que l'interaction entre la sérotonine et la dopamine va réellement apporter quelque chose à mon modèle. On y est presque, il ne nous reste plus qu'à étudier cette interaction. Rappelez-vous, qui dit interaction significative, dit étude des effets simples. L'année dernière, lorsqu'on travaillait avec des prédicteurs de type catégoriel, ce qu'on faisait, c'est qu'on étudiait l'effet d'un des deux prédicteurs séparément pour chaque modalité de l'autre prédicteur. Vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas possible quand on fait de la régression modulée, tout simplement parce que nos prédicteurs sont continus, et qui dit prédicteur continu dit une infinité de modalités possibles. On ne va pas, évidemment, pouvoir déterminer l'effet de la sérotonine pour tous les niveaux possibles de la dopamine, ou au contraire étudier l'effet de la dopamine pour tous les niveaux possibles de la sérotonine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de manière relativement arbitraire, on va déterminer des valeurs clés qu'on considérera comme représentant une dose élevée ou une dose faible de dopamine et une dose élevée ou une dose faible de sérotonine. On peut choisir d'étudier l'effet de la sérotonine séparément pour deux valeurs clés de la dopamine ou au contraire d'étudier l'effet de la dopamine séparément pour deux valeurs clés de la sérotonine. Pour l'exercice, je vous propose qu'on étudie l'effet de la sérotonine pour deux valeurs clés de la dopamine. Il me reste donc à déterminer ce que je vais considérer comme une dose élevée de dopamine et ce que je vais considérer comme étant une dose faible de dopamine. Dans le cadre de ce cours, on fixera qu'une valeur 1 écart type au-dessus de la moyenne est considérée comme une dose élevée et qu'une valeur 1 écart type en dessous de la moyenne est considérée comme une dose faible. Je répète que ceci est tout à fait arbitraire. Il s'agit d'une décision que nous avons posée et qu'il faudra suivre dans le cadre de ce cours comme une espèce de convention qu'on vous demande d'accepter. Je vais déterminer quelle est la valeur de l'écart type de la dopamine, de sorte à pouvoir déterminer quelle valeur correspond à exactement un écart type au-dessus ou en dessous de la moyenne. Pour ce faire, je me rends dans Analysis, Exploration, Descriptives. Je vais faire glisser la variable MDC dans la zone Variables. Je m'assure que l'écart type soit bien coché dans Statistics, ce qui est normalement le cas par défaut. Et là, je peux voir que l'écart type de la variable MDC vaut 72.55. Je sais que la moyenne de la variable MDC vaut 0, c'est d'ailleurs indiqué ici, parce que la variable MDC est une variable centrée, donc par définition, sa moyenne vaut 0. Du coup, je peux dire qu'une valeur un écart type au-dessus de la moyenne, que je considérais comme une dose élevée de dopamine, est une valeur de 72.55.
Au contraire, une dose que je considérais comme une dose faible de dopamine sera égale à 0 moins 72,55 et donc moins 72,55 sera la valeur qui représentera une faible dose de dopamine. Que va-t-on faire de ces valeurs? Eh bien, on va les injecter dans l'équation de régression. Mon équation, je peux la trouver grâce à la sortie Model Coefficients, puisqu'ici vous avez les valeurs de bêta 0, de bêta 1, de bêta 2 et de bêta 3. Voilà l'équation retranscrite. Il y a évidemment 3 variables dans cette équation, MDC, MSC et MSC-MDC. J'ai envie de déterminer l'effet de la sérotonine pour une dose jugée faible de dopamine, et je viens de fixer qu'une dose faible de dopamine correspondait à la valeur de moins 72,55. Autrement dit, dans mon équation, je vais devoir remplacer systématiquement MDC, ici et ici, par moins 72,55. Voilà ce que j'ai fait à travers cette deuxième ligne. Je vais un petit peu nettoyer et remettre de l'ordre dans mon équation. Je peux, par exemple, rassembler tous les termes qui correspondent à des constantes, et ensuite rassembler tous les termes qui contiennent le terme MSC, et voilà ce que ça donne. Il s'agit simplement de faire des regroupements de plusieurs termes d'une addition. Si jamais vous éprouvez des difficultés avec ça, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, je pourrais vous remontrer de manière plus détaillée comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ici je me retrouve avec une équation qui est presque simplifiée, puisque j'ai encore deux termes avec du MSC, que je peux rassembler de sorte in fine à obtenir cette équation. La prédiction de la variable dépendante lorsque je travaille avec une dose de moins 72,55 de dopamine sera 30,19 plus 0,061 fois MSC. L'information qui m'intéresse réellement ici est celle qui correspond au coefficient associé à la variable MSC. Notez que ce coefficient est positif, ce qui veut dire que dans ce cas de figure, il y a une relation positive entre la sérotonine et le bien-être. Autrement dit, plus la dose de sérotonine sera élevée, meilleur sera le bien-être. Rappelez-vous de ce qu'on avait observé de manière descriptive au tout début de cette vidéo. On avait vu que pour les sujets qui avaient reçu une dose relativement faible de dopamine, eh bien, plus on allait augmenter la sérotonine, meilleur serait le bien-être. Et c'est exactement ce que j'observe ici à travers ce coefficient positif. Voilà un premier effet simple, l'effet de la sérotonine pour cette dose particulière jugée faible de dopamine. Je vais maintenant étudier un deuxième effet simple, l'effet de la sérotonine, sans surprise pour une dose jugée forte de dopamine, à savoir 72,55. Je repars donc de mon équation de départ, celle que j'ai pu obtenir grâce à ma sortie Model Coefficients dans Jamovi, et cette fois, je vais remplacer MDC par plus 72,55. Comme précédemment, je peux un petit peu nettoyer, regrouper des termes dans mon équation, et in fine, je me retrouve avec l'équation suivante. Le score prédit de sérotonine sera égal à 34,55 moins 0,084 MSC. Cette fois, le coefficient associé à la variable MSC est un coefficient négatif. Autrement dit, je pense qu'il existe une relation négative entre la sérotonine et le bien-être lorsque la dose de dopamine reçue est élevée. Cela correspond aussi à ce qu'on avait observé à travers notre base de données, puisqu'on avait dit que lorsque la dose de dopamine était élevée, on avait intérêt à ne pas rajouter de la sérotonine, puisque rajouter de la sérotonine avait pour effet de diminuer le bien-être. Et voilà qui permet de conclure cet exercice. Donc en résumé, si vous êtes confronté à un problème dans lequel vous voulez prédire un score pour une variable dépendante continue sur base de deux prédicteurs ou de plusieurs prédicteurs de type continu, et que vous avez des bonnes raisons de penser qu'il existe une interaction entre ces prédicteurs, vous devrez penser à la régression modulée. Vous devrez préparer votre base de données, d'abord en centrant les prédicteurs, et ensuite en créant un nouveau prédicteur qui correspond à la multiplication des prédicteurs impliqués dans votre modèle. Ce terme correspondra au terme d'interaction. Après avoir pris le temps de vérifier les conditions d'application, ce que moi je n'ai pas fait dans cette vidéo, vous ferez un test du modèle global à travers lequel vous déterminerez si au moins un de vos prédicteurs amène significativement quelque chose au modèle. Et si ça s'avère être le cas, alors vous ferez les tests des prédicteurs au-delà des autres. Quand vous ferez ces tests-là, si vous vous rendez compte que celui qui se rapporte à l'interaction est significatif, autrement dit si vous réalisez que l'interaction amène significativement quelque chose au modèle, vous serez amené à faire l'analyse des effets simples. Pour ce faire, vous choisirez une des deux variables impliquées dans votre analyse, vous choisirez deux valeurs clés correspondant respectivement à une valeur élevée et une valeur faible de la variable,
Et vous étudierez l'effet de l'autre variable pour ces deux valeurs clés en substituant ces deux valeurs clés successivement dans l'équation définie par la sortie Model Coefficients. Et voilà qui conclut la première partie du TP2. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire la régression non linéaire, mais vous verrez que c'est très similaire et que si vous avez bien compris la régression modulée, vous ne devriez a priori pas vraiment avoir de difficulté avec les régressions non linéaires.